1905, un physicien du nom de Albert Einstein arrive sur la scène et il dit à tout le monde: arrêtez, vous vous trompez. Il dit: tous les phénomènes observés ne se déroulent pas dans le temps et dans l'espace, mais plutôt dans l'espace-temps. Il n'est pas un génie, il est un humain. Il a seulement compris la célèbre phrase de Descartes: nos sens nous trompent. En fait, la raison est au-dessus de tout. Ce jeune homme, âgé de 26 ans seulement, fait de 1905 une année miraculeuse. Lui seul crée une nouvelle branche de la physique, appelée la relativité, et inscrit son nom dans le livre des savants. Sa physique est déterministe. Le rayonnement du corps noir. Ça vous dit quelque chose? Un corps noir n'est pas un corps qui est noir, comme son nom l'indique. C'est un corps qui absorbe toute la lumière qui vient sur lui. Il chauffe et finit par émettre de la lumière. Le corps noir a posé la catastrophe de l'ultraviolette, qui dit qu'on aura une énergie infinie. Le problème de ce corps noir a été résolu par un physicien, Max Planck. Il est le père fondateur de la mécanique quantique, de la mécanique de l'infiniment petit. Max Planck quantifie l'énergie. L'énergie n'est pas livrée de manière continue, mais discrète. Il introduit une nouvelle constante pour résoudre la catastrophe ultraviolette, la constante de Planck. La physique quantique vient de naître. Plusieurs physiciens s'accrochent à cette nouvelle branche. Parmi eux figure un physicien danois, Niels Bohr. Niels Bohr et ses collaborateurs, en zoomant de plus sur la matière, se rendent compte qu'à l'échelle subatomique, l'indéterminisme remporte sur le déterminisme. Superposition d'états, effondrement de la fonction d'onde, saut quantique, intrication quantique, ces mots propres à la physique quantique sont synonymes de hasard. Niels Bohr, convaincu que le monde de l'infiniment petit est régi par le hasard, va s'opposer à l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Vous vous rappelez de la théorie de la relativité restreinte, élaborée par Einstein. Cette théorie défend le principe de localité. La vitesse de la lumière est infranchissable. Le problème est que l'interprétation de l'intrication quantique par l'école de Copenhague contredit ce principe. L'intrication quantique permet d'échanger une information supérieure à la vitesse de la lumière. Mesurez l'état de la particule A et immédiatement vous connaissez l'état de la particule B. Et ça, quelle que soit la distance séparant les particules A et B. Cette intrication quantique a été testée dans plusieurs laboratoires et elle s'avère vraie. Einstein ne baisse pas les bras. Il cherche à défendre le principe de localité. 1935. Opposition totale entre Niels Bohr et Einstein. Einstein dit: si la relativité restreinte est correcte et si la mécanique quantique est correcte, alors il y a certainement des variables cachées. Expliquant cette action fantôme à distance, Niels Bohr: on ne peut rien affirmer avant une mesure d'une de ces deux particules. La mesure joue un rôle et c'est le hasard qui règle tout. Telle est la vision de l'école de Copenhague. Cherchant à défendre sa théorie, Einstein, Podolsky et Rosen écrit un article de 4 pages dans lequel il montre que la mécanique quantique est incomplète et que l'intrication quantique peut être interprétée autrement sans violer le principe de localité. Dans cette idée, Podolsky, Einstein et Rosen violent le principe de Copenhague
qui dit qu'avant la mesure, on ne peut rien affirmer. Les particules sont dans une superposition d'états. Einstein, Podolsky, Rosen écrit « L'état de la particule est prédéterminé ». Et ça, c'est l'idée générale. L'état de la particule est prédéterminé. Ce qui ne viole plus la relativité restreinte. Et ça devient simultané. Einstein meurt en 1955 et Bohr en 1962. Qui a raison? La question reste posée. Quelques années après, John Bell et un autre physicien, Alain Aspect, grâce à leurs travaux, vont nous sortir du noir. L'inégalité de John Bell mis en pratique montre que Niels Bohr avait raison et que Einstein s'était planté. La conclusion est donc la suivante. Le monde subatomique est régi par le hasard. On parle donc de probabilité. Le hasard. Si l'infiniment petit est régi par le hasard, cela remet en question l'existence même de Dieu. J'ai vu de parler de religion dans mon raisonnement. J'utilise ici le mot Dieu pour montrer l'ordre, la puissance. En effet, il y a là des signes pour les doués d'intelligence. Commençons par définir le mot hasard. Le mot hasard. Hasard, d'après le dictionnaire Robert, hasard signifie puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Rien n'a été laissé au hasard. Circonstances de caractère imprévu ou imprévisible, dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. C'est un pur hasard que vous m'ayez trouvé chez moi à cette heure. Donc on va essayer de voir la définition de ce mot hasard, ce qu'elle implique. En regardant cette définition, on se rend compte que le mot hasard ne veut pas dire sans cause, mais plutôt une cause difficile à cerner par l'être humain. Imaginez des particules en agitation moléculaire. Maintenant, je vous demande de déterminer dans le futur avec une précision extrême la trajectoire de chaque particule avec le nombre de particules grand N qui tend vers l'infini. Je parie que vous serez incapable de le faire. Certes, vous serez capable d'utiliser l'équation de Boltzmann pour faire une approximation. Vous finirez certainement par parler de probabilité. Vous savez pourquoi vous serez incapable de déterminer avec une précision extrême la trajectoire de chacune des particules? Tout simplement parce que les outils que vous disposez, à savoir les mathématiques, sont inefficaces. Elles sont primitives. En fait, si vous pouvez décrire chaque variation de quantité de mouvement, chaque déviation infime, chaque collision de toutes les particules constituant le système, alors vous serez capable de décrire la trajectoire de chaque particule. Mais comme nos mathématiques sont récentes, on n'a pas encore atteint ce niveau de précision extrême. On préfère donc parler de probabilité de trajectoire. Cette probabilité, en réalité, est une preuve de notre faiblesse. Elle montre comment l'être humain est faible, si faible. Imaginez une deuxième expérience où on lance une pièce de monnaie. Ça sera pile ou face? La question est posée. La probabilité d'obtenir pile est de 1,5 et la probabilité d'obtenir face est aussi de 1,5. Cependant, mathématiquement, avec des données tendant vers l'infini, nous pouvons déterminer si ça sera pile ou si ça sera face. Une fois de plus, la probabilité est signe de faiblesse de l'être humain. Rappelons-nous la phrase de Spinoza. Nous ignorons les causes qui nous déterminent. Ce caillou, par exemple, n'est pas libre, y compris toi qui regardes cette vidéo. Tu n'es pas libre. Tes neurones
ont joué un rôle difficile de décrire mathématiquement, mais ce sont tes neurones qui t'ont poussé à cliquer cette vidéo. La question qui reste à se poser est la suivante. Pourquoi nos lois fonctionnent bien dans le monde classique? Nos lois fonctionnent bien dans le monde classique parce que nous avons simplifié beaucoup de paramètres. Si vous lancez un caillou, en réalité le caillou ne décrit pas une trajectoire parabolique. Le caillou est fait d'atomes. Les atomes vivent et changent de position. Ce qui veut dire que quand vous lancez un caillou, un atome au sein de ce caillou peut changer de position. Et en combinant le mouvement parabolique du caillou dans l'espace-temps et celui de l'atome décrit une trajectoire encore plus compliquée. C'est-à-dire que si vous combinez le mouvement de l'atome au sein du caillou et le mouvement parabolique du caillou même, vous obtenez que le mouvement de l'atome en réalité n'est pas une trajectoire parabolique. La trajectoire est considérée comme parabolique dans le monde classique parce que nous n'avons pas pris en compte l'agitation moléculaire. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez en compte l'agitation moléculaire, vous constatez que la trajectoire de l'atome au sein du caillou est beaucoup plus compliquée à déterminer. En conclusion, Niels Bohr et Einstein n'ont pas tort. Le monde de la mécanique quantique est régi par le hasard, car nous ne disposons pas de mathématiques extrêmement puissantes pour démystifier la cause inexpliquée. Einstein dit que Dieu ne joue pas au dé. Il a raison. Il montre sa supériorité devant Bohr. Einstein a compris que nos modèles mathématiques sont limités. Il a compris que nos mathématiques sont primitives. La conclusion de cette vidéo est la suivante. Les mathématiques ont une certaine limite. Mathématiques n'est pas synonyme de Dieu. Je crois bien que Dieu nous a donné les mathématiques pour qu'on s'en serve dans nos vies de tous les jours. Mais ces mathématiques ne peuvent pas tout expliquer. De la même façon que le fer a été descendu sur terre pour l'homme. Les mathématiques représentent un cadeau pour nous. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas remplacer le hasard de la mécanique quantique avec de la précision. Nous pouvons le faire, mais pour cela, il nous faut des outils mathématiques encore plus puissants. Nos intégrales et dérivées ne suffisent pas. Donc, ce qui veut dire que la mécanique quantique n'est pas régie par le hasard. Si aujourd'hui on dit que la mécanique quantique est régie par le hasard, c'est parce que nous n'avons pas des outils mathématiques pour avoir des précisions extrêmes. C'est la même chose qui se passe avec l'agitation moléculaire au sein d'un système. La conclusion de cette vidéo, c'est la suivante. Dieu ne joue pas au dé. A plus pour de nouvelles vidéos sur Décodeur des maths.